Bonjour à toutes et tous. Alors dans ces 3 vidéos, on va parler des conducteurs en équilibre électrostatique et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors pour la première vidéo, déjà on va définir ce que c'est qu'un conducteur et puis quelques propriétés du champ et du comportement du conducteur dans ce champ. Vous savez donc que dans un conducteur, en fait, c'est un matériau dans lequel les charges se déplacent lorsqu'on leur applique une force, alors sous la forme d'une force électrostatique dans notre cas, quelle que soit la taille, l'intensité de cette force. Autrement dit, pour vous donner un exemple, dans un métal, par exemple, les électrons vont pouvoir bouger. Par contre, le réseau de charges positives, c'est-à-dire de noyaux, eh ben, il est à peu près fixe si on omet le mouvement dû à l'énergie thermique, c'est-à-dire à la température. On peut imaginer aussi, vous le savez peut-être, que dans les liquides et les gaz, eh bien les ions, ce sont aussi des charges qui vont pouvoir bouger. Je pense par exemple aux ions NaCl quand vous mettez du sel, quand vous dissolvez du sel dans l'eau. Eh bien, les ions Na+ vont pouvoir se bouger dans un sens pour un même champ électrostatique, et les ions Cl- vont pouvoir bouger dans l'autre sens, toujours pareil pour le même champ électrostatique. Donc voici par exemple une illustration de ce que je viens de dire. Sont représentés dans cette figure les, les noyaux en rouge des différents atomes qui composent un cristal, en vert des électrons qui seraient liés aux différents noyaux, et en bleu ce qu'on appelle des électrons libres qui sont liés à l'ensemble du cristal. Eux se voient comme étant liés à l'ensemble du cristal, mais pas à un atome ou plutôt à un noyau en particulier. Du coup, ces électrons sont capables de se promener où ils veulent à l'intérieur du cristal. On parle de nuages électroniques dans ce cas-là, en tout cas, de nuages d'électrons libres. Alors, on peut essayer de les représenter, par exemple, en bleu, où ils sont à l'intérieur de tout le cristal. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant qu'un équilibre électrostatique? C'est tout simplement le fait qu'on n'a pas de déplacement de charge mobile. C'est-à-dire, même s'ils sont capables de bouger, vous avez équilibre lorsque rien ne bouge, par définition. Donc, puisque les charges ne bougent pas, c'est-à-dire que la force électrostatique qui leur est appliquée est nulle, ça implique simplement que le champ électrostatique à l'endroit où sont ces charges, eh bien ce champ est nul sur les charges. Ce champ, il est égal à 0. Et c'est logique, enfin, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait un champ. S'il y avait un champ, les charges bougeraient, forcément, puisque par définition, elles peuvent bouger. Puisque le champ
est nul, ça veut aussi dire que, puisque on a la relation entre le champ et le potentiel E égale moins le gradient du potentiel de V, en tout point, donc à l'intérieur du conducteur, ça veut donc dire que V est une constante à l'intérieur du conducteur. On parle de volume équipotentiel. Alors imaginons maintenant qu'il y ait des charges qui soient en quelque sorte en excès, des charges qui peuvent encore bouger. Alors on peut se demander, est-ce qu'il reste des charges dans le conducteur? Donc imaginons qu'on représente le conducteur, c'est un volume, voilà un volume, toujours ma patatoïde habituelle, ça ressemble vraiment à une patate. Donc à l'intérieur de cette patate, imaginons qu'il y a une charge. On va appliquer le théorème de Gauss à l'intérieur de cette patatoïde. C'est-à-dire que je vais prendre une surface à l'intérieur de ma patate. Cette surface, elle est là. C'est une surface de Gauss, donc, qui représente, c'est une surface virtuelle, comme d'habitude. Et ce qu'on peut dire, c'est que, puisque le champ à l'intérieur, il est nul, ça veut dire qu'il est aussi nul sur la surface. Et ça veut dire que, si on applique le théorème de Gauss, le flux sur cette surface, c'est-à-dire l'intégrale sur la surface S qui est fermée, je vous rappelle, hein, c'est toujours le cas, on a une surface S ici qui est fermée, eh bien le champ, c'est E, produit scalaire, avec ds, mais comme E, il est égal à 0, ça veut dire que le flux, il est nul. Et d'après le théorème de Gauss, c'est égal à la charge intérieure à S, divisé par epsilon 0, mais qui est une constante, et bien vous en déduisez que Q égale 0, puisque je n'ai pas spécifié de charge particulière, pardon, de forme particulière, j'ai juste dit que la surface S était fermée et à l'intérieur de mon volume de conducteur. Donc la charge totale, quelle que soit cette position, je peux toujours trouver une surface de Gauss qui est à l'intérieur du conducteur et qui me montre que la charge est nulle à l'intérieur du conducteur. Donc les charges, s'il y a des charges excédentaires, elles se répartissent sur la surface. Expérimentalement, l'épaisseur en question, l'épaisseur de la surface, l'épaisseur de la fine couche sur laquelle se répartissent ces charges, c'est quelques angstroms. Donc c'est extrêmement fin. Alors il y a une autre propriété qui est intéressante. Imaginons qu'on ait donc notre conducteur, notre patate avec... Et on a dit que le potentiel à l'intérieur était constant. Ce qui veut dire que la surface du conducteur, c'est en réalité une surface. Alors il faut la tracer comme ça. Donc je prends juste la surface sans regarder l'intérieur. C'est une surface équipotentielle. Puisque à l'intérieur, le potentiel est constant, il est constant aussi sur la surface. Si c'est une surface équipotentielle, ça veut dire que le champ qui existe au niveau de la surface, donc ici vous avez par exemple le champ E, vous savez qu'il est tout près de la surface, il est perpendiculaire, normal si vous voulez, plutôt, à la surface. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est une propriété, vous voyez, on a juste réalisé une petite, un petit raisonnement logique qui vient du fait simplement qu'on est à l'équilibre électrostatique. Donc pour illustrer ce qu'on vient de dire, que se passe-t-il si
on prend un conducteur, là représenté en gris, donc il y a des charges à l'intérieur, éventuellement positives, négatives, et on plonge ce conducteur dans un champ électrostatique. Alors, vous voyez que les charges qui sont à l'intérieur, puisque au début, on n'est pas encore à l'équilibre électrostatique, les charges qui sont à l'intérieur vont commencer à bouger. Si elles sont négatives, elles vont bouger dans le sens inverse du champ, enfin la force qui va être appliquée va être dans le sens inverse du champ électrostatique. Si elles sont positives, elles vont aller dans l'autre sens. Bref, elles vont bouger. Et donc, on sait qu'une fois qu'on est à l'équilibre, le champ à l'intérieur du conducteur va être nul. Donc en réalité, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Vous allez avoir donc vos particules, vos charges qui vont se déplacer jusqu'à atteindre le bord, et à la fin, elles vont bouger, elles vont se répartir, et à la fin, vous allez avoir à l'intérieur de votre conducteur un champ qui sera nul, et en fait, la cause, ça aurait été ce déplacement de charge, c'est-à-dire que les charges qui sont sur la surface vont compenser le champ que vous avez imposé à l'extérieur. Il y a un cas particulier qui est extrêmement intéressant. C'est le suivant. Imaginons qu'on ait un conducteur, voilà, et donc je fais une coupe, hein. Donc ici, votre conducteur, il contient une cavité, un trou, qui est complètement incluse dans le conducteur. C'est-à-dire qu'ici, ça, c'est du conducteur. Et donc, à l'intérieur du conducteur, la cavité en question, la surface de la cavité, je vais l'appeler sigma. Et je vais me poser la question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette cavité? Quel est le potentiel? Quel est le champ? Pour ça, je vais utiliser encore une fois le théorème de Gauss. Une chose qu'on peut faire, c'est se demander déjà si à l'intérieur, comment varie le potentiel à l'intérieur de la cavité. Alors vous voyez, le potentiel, je sais que si je me place à l'intérieur du conducteur, quelle que soit la position que j'aurai choisie dans le conducteur, le potentiel sera le même. Donc, si je regarde maintenant, et en particulier sur la surface sigma, donc si je vais d'un point à l'autre de sigma, ce que j'affirme, c'est que quel que soit le point qu'on considère à l'intérieur de sigma, le potentiel, c'est le même que celui qui est dans le conducteur. Pourquoi? Parce que je dois passer, si je veux faire ça, je dois passer d'une certaine position avec un certain potentiel à une autre position avec le même potentiel. Et donc, si je voulais imaginer que ici le potentiel soit un tout petit peu différent, il faudrait que le potentiel augmente le long de cette ligne puis diminue. Ce qui voudrait dire, si un potentiel augmente puis diminue, toujours pareil, E égale moins gradient V, ça voudrait dire qu'il y a un champ à l'intérieur. Et pour qu'il y ait un champ à l'intérieur, il faudrait qu'il y ait des charges à l'intérieur. Or, je n'ai pas dit qu'il y avait ici des charges. Les charges, il n'y a pas de charge à l'intérieur. Ok, donc le potentiel, si je vais l'écrire, on va l'appeler V0, partout dans la cavité. Si par contre je veux aller un tout petit peu plus loin, je peux me dire, oui, mais peut-être que les charges sont à l'intérieur, sont sur la surface ici, comme les charges sont sur la surface de l'autre côté, ça on en est certain, il y a des charges sur la surface. La question c'est, est-ce qu'il y a des charges sur la surface? Donc pour répondre à cette question, on va encore utiliser le théorème de Gauss. Alors imaginons que on ait une surface donc à l'intérieur du conducteur et qui entoure complètement la surface sigma, c'est-à-dire une surface de Gauss. On va prendre une surface de Gauss qui est comme ça, qui entoure donc complètement la surface sigma. Je vais l'appeler G, il faut toujours l'imaginer en 3 dimensions, hein, et donc G se retrouve à l'intérieur du conducteur. Donc si je calcule le flux du champ pour la surface G,
ça va être l'intégrale sur G de E, produit scalaire avec ds. Mais vous avez compris où je voulais en venir. E, c'est tout simplement le champ qui est à l'intérieur du conducteur. Et donc, c'est égal à 0 par définition, puisqu'on est dans un équilibre électrostatique. Et donc, ça, d'après le théorème de Gauss, c'est égal à la somme de toutes les charges qui sont intérieures à G, divisé par epsilon 0. Donc, par définition, ça, c'est égal à, puisque E est égal à 0, donc cette expression-là est nulle, c'est égal à 0. Et donc, la somme des charges qui sont à l'intérieur, en particulier éventuellement les charges qui sont sur la surface, c'est 0. Alors, on a dit, pour résumer, E égale 0. Toujours pareil, partout dans la cavité. Ok, si E égale 0 partout dans la cavité, ça, c'est vrai, quel que soit le champ extérieur. Je n'ai pas dit quelque chose de particulier sur le champ extérieur. Et donc, alors, ça veut dire que, d'une certaine manière, vous faites un blindage contre le champ, un champ qui serait le champ à l'extérieur. Là, je peux mettre un champ très très fort. Le blindage, c'est une sorte de blindage vis-à-vis de tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette cavité. On appelle ça une cage de Faraday. Je vous invite, si ça vous amuse, d'aller voir dans certaines vidéos YouTube où on enferme des gens dans une cage de Faraday et puis ils mettent la main sur le bord de la cage et ben, à l'extérieur, il y a des éclairs, il y a des tas de choses. À l'intérieur, ils sentent absolument rien.